Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quels sont leurs succès, quels sont leurs échecs. En écoutant ces épisodes, vous saurez tout sur le succès d'un avocat. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter mon interview avec Gérard Haas. Maître Haas est le managing partner du cabinet Haas. Il est spécialisé dans toutes les matières qui concernent la nouvelle technologie. Aujourd'hui, il a un très beau cabinet d'avocats avec 35 avocats qui travaillent à l'intérieur et celui-ci travaille en famille. Il a toujours pensé, et j'en suis d'accord avec lui, que l'humain était au centre du cabinet d'avocats. Ce sont des hommes et des femmes qui font la réussite de ces cabinets. Et lors de cette interview, vous entendrez quel a été son parcours, quels ont été ses échecs, les épreuves qu'il a dû affronter pour réussir à avoir ce beau cabinet aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente écoute. Avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des 2 nouvelles formations dispensées par la société Anomia. La première, la formation Boost, dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs. Et la deuxième, la formation Business Partner, dédiée aux avocats associés de cabinets d'affaires. Ces 2 formations uniques ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront de trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous pouvez les découvrir sur www.anomia.fr. Eh bien écoutez, bonjour maître Gérard Haas. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet d'avocat situé au 32 rue de la Boétie à Paris. Bonjour Valentin, bonjour, merci. Merci à vous de me recevoir, c'est vraiment gentil de m'accorder du temps. Aujourd'hui, on est là pour parler de vous. On aimerait bien savoir, enfin en tout cas j'aimerais bien savoir, je ne sais pas si les auditeurs ça les intéressera, mais de savoir, parce que sinon je de savoir qui vous étiez avant de devenir avocat et pourquoi vous avez choisi de devenir avocat. C'est la passion. Quand on sort du bac, on cherche une voie. Moi c'était celle du droit. Dès le départ, et je pense que parce que plus jeune, je ne supportais pas l'injustice et que ça me faisait crier. Et donc je pensais qu'en faisant avocat, je pourrais défendre la justice. Enfin, voilà, j'étais dans une approche qui était, je voulais défendre l'opprimé avec toutes ces idées romantiques. Quand on sort de, on est romantique et donc on est avec cette démarche. J'avais lu Jules Vallès, donc j'étais avec Victor Hugo, tous ces personnages. Et j'aimais bien aussi à l'époque Napoléon et ça me plaisait bien. Et puis l'idée aussi d'avoir dans la société un ordre, avoir des règles. Et donc j'ai voulu faire ça. Très vite, en fac de droit, j'ai eu un choc parce que je ne venais pas d'un milieu juridique. Je suis issu, mes parents étaient commerçants. Et donc je me suis rendu compte que j'avais un grand décalage culturel entre ceux qui venaient d'un milieu juridique et moi qui venais d'un milieu, j'allais dire, populaire et commercial. Et donc j'ai essayé de m'accrocher, si vous voulez, à bien comprendre cet univers. Et ce qui m'a plu, c'est que c'était un univers qui était construit à travers des mots, et des mots, l'écrit et la parole. Et j'étais émerveillé quand j'allais dans mes cours de droit, avec ces professeurs qui étaient en robe, qui avaient un joli parler. On était tous entassés dans les amphithéâtres et j'aimais cette ambiance. Et puis je sentais aussi, en fac de droit, c'est quand même assez, la première année est toujours quelque chose de troublant parce que la matière la plus difficile et la plus passionnante, c'est le droit constitutionnel et vous le faites en première année alors que vous n'êtes pas du tout formé. Mais c'était pour moi extraordinaire. J'adorais l'histoire, la géographie, la philosophie, voilà. Et il y avait aussi des cours d'économie, donc je me suis très vite aperçu que je n'aimais pas l'économie, mais que j'adorais l'histoire du droit. Donc voilà un peu le point. Et donc après, ça a été un parcours de formation où j'ai adoré tout ce que j'apprenais avec des professeurs. Donc j'ai fait mes études. Donc je suis biterrois, je viens de Béziers, je suis né à Béziers. C'est une ville qui me plaît beaucoup parce qu'un des patrons de la ville, c'est Paul Riquet. C'est quelqu'un qui a
réunit les deux mers, l'Atlantique et la Méditerranée par le canal du Midi. Et donc il y a quelque chose qui m'a toujours plu là-dessus et qui à un moment donné aussi a fait faire des grands travaux, d'aller voir Colbert. Et donc j'avais ce côté, si vous voulez, que tout est possible. Et donc j'ai fait mes études de droit, ça s'est bien passé, pour après arriver à un moment où ça a été flamboyant lorsque j'ai rencontré dans mon parcours en fait Jean-Marc Mousseron. Il avait à l'époque donc l'Institut du droit des affaires, il avait créé un diplôme qui s'appelait le DJCE. Qui s'appelle toujours d'ailleurs. Qui s'appelle toujours le DJCE, oui. Mais à l'époque, il y avait une grande sumadivision. Il y avait ceux qui allaient vers l'avocature et ceux qui allaient vers le juriste d'entreprise. Et les juristes d'entreprise. Et en fait, les juristes d'entreprise, c'était ceux qui étaient les plus proches de l'entreprise, les plus proches finalement de ce que du conseil pour l'entreprise, puisque c'était le droit des sociétés, le droit fiscal et le droit du travail. Et ça me parlait, quoi. En fait, peut-être aussi, vous voyez, mes origines de famille commerçante, donc ça me parlait bien. C'était le droit de l'entreprise, le droit de l'activité économique. Et il le faisait avec d'une manière tout à fait intéressante parce que Mousseron avait calé en fait sa réflexion sur la protection des actifs incorporels, dont le brevet. Alors c'était le pape du brevet, mais il laissait glisser, à l'époque c'était 84, donc c'est quand même important quand on fait du droit de l'informatique, c'était le logiciel, la protection du logiciel, avec des grands débats à l'époque de savoir si c'était une œuvre littéraire ou c'était autre chose. Donc j'ai vécu ces moments-là où on s'interrogeait. En même temps, c'était la grande époque des contrats d'adhésion. Il y avait tous les grands débats sur les contrats d'adhésion et c'était aussi l'époque des contrats d'approvisionnement. Donc ça a été un moment fantastique. J'ai pas fait la candidature pour être avocat, mais j'ai fait la candidature pour entrer au DJCE. Et j'ai été sélectionné pour rentrer au DJCE. Alors il faut vous dire que tous les étudiants de Montpellier à l'époque rêvaient de rentrer au DJCE et ils n'en prenaient que 10 sur les 4000, enfin sur les 400 de maîtrise, et ils n'en prenaient que 10. Et dans les 10, on était 3 à avoir fait en fait un mémoire sur le mécénat d'entreprise. Vous voyez un peu à l'époque. Et les 3, on a été pris. La seule chose, et on est rentré donc dans ce DJCE. J'ai adoré puisque j'ai pu rencontrer des gens qui sont devenus après avec moi dans cette promotion, patrons de Froment-Briance, de Cabestan, enfin des gens aussi remarquables. Et ben voilà, j'ai fait mon parcours. Et puis, pour vous raconter tout, je suis sorti du DJCE avec la vision de j'allais monter à Paris pour rentrer dans un grand cabinet. Et en fait là, j'ai eu un problème, c'est que financièrement, mes parents n'ont pas voulu suivre. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas élevé un enfant pour qu'il parte à Paris, il fallait rester dans la région. Et donc je me suis retrouvé dans une étude de notaire. Et là, ça a été la catastrophe, c'est-à-dire que j'avais fait mes études de droit, j'avais fait 7 ans d'études, j'avais 24 ans, j'étais parti après à l'armée, Bon, c'était vous savez, à l'armée, quand on est officier, on se balade avec des armes, on conduit des trucs. Et là, j'étais dans une étude de notaire dans un village à 300 habitants et j'étais en train de gérer les successions où les gens se disputaient les nappes. Donc, il y avait aussi un autre problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas l'informatique, mais il fallait savoir taper à la machine. Et je savais raisonner, faire du droit, mais je ne savais pas dactylographie, une hypothèque. Et quand vous dépassiez, il fallait recommencer. C'était une catastrophe et je gagnais une misère. Donc ça a été très difficile jusqu'au moment où je décide d'arrêter. Je pensais arrêter le droit pour aller vers du droit en entreprise, alors directement. Et là, j'ai connu en fait ce qui se passait dans 3 grandes entreprises, qui étaient 3M, Kodak et Polaroid. Et donc, en fait, j'ai vu les manières de gérer, et notamment, j'ai eu la chance de voir les équipes marketing. Parce que, en fait, le droit n'était que ce qui accompagnait le produit. Le droit était c'était uniquement le produit, et derrière ça, il y avait le service, c'était que dans la mesure où ça permettait d'avoir de nouvelles commandes. Bon, et donc, j'ai fait un parcours. Et puis, voilà, tout aurait pu aller bien comme ça. Puis, je me suis marié. J'ai eu
Et à un moment donné, avec mon épouse, on s'est dit que c'était une vie je trouvais pas ce qui me passionnait, quoi. Il y avait des choses qui me manquaient. Et donc, je suis allé voir Mousseron. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais être, je ne sais pas, mais je pense que c'est plutôt avocat. Ce n'est pas juriste d'entreprise qui me convient, c'est avocat. Et Mousseron m'a dit, mais mon cher Gérard, il n'y a pas de problème, mais pour être avocat, le seul moyen, c'est que... Alors, il y avait à l'époque la passerelle où on pouvait, de conseiller juridique, avoir pour devenir avocat. Il m'a dit, je ne pense pas qu'un avocat, on ne peut pas passer les passerelles, il faut être avocat de souche. Et le meilleur moyen, c'est de faire la formation du barreau, de passer les examens, etc. Et donc, c'est cette voie que j'ai prise. J'ai passé l'école de formation du barreau. J'ai aussi fait une thèse avec Mousseron, puisque quand je lui ai raconté mon histoire dans le domaine de Polaroid, Kodak et comment ça s'appelle, Polaroid, 3M. Kodak et 3M, et que je lui avais indiqué qu'apparaissait un nouveau concept, une nouvelle méthode, c'était le multimédia. Il m'a dit, mais il faut faire une thèse, et j'ai fait une thèse avec Mousseron sur la réservation de l'œuvre multimédia. J'ai fait mon école de formation du barreau, je suis sorti du barreau, c'était pas évident, mais j'avais ma femme qui était derrière moi. Donc là aussi, c'est important de le dire. Et donc, quand j'ai terminé mon barreau, il fallait trouver un stage. Et en fait, il n'y avait qu'un seul cabinet qui m'intéressait. À l'époque, je trouvais que sur le marché du droit, celui qui était le plus, j'allais dire, novateur, c'était Alain Bensoussan. J'avais fait ma thèse sur la réservation de l'œuvre multimédia. Je dois avouer que dans les réflexions sur la manière dont il traitait le droit de l'informatique, on pourrait dire que quelque part, il est père de l'informatique. Et puis moi, j'avais eu la chance de travailler avec Mousseron. Donc c'était des personnages qui sont comme ça, si vous voulez, des locomotives, avec des gens qui ont déjà deux temps d'avance et qui voient les choses. Enfin, donc je voulais aller chez Bensoussan. Sauf que à l'époque, c'était pas évident. Bensoussan, c'était déjà une forteresse, quoi. C'était un cabinet. J'avais peut-être une expérience. Enfin, j'étais... Comme toujours aussi, quand on termine ses études, on a une technique, mais on n'est pas si confiant, on n'a pas autant confiance en soi que ça. Donc en fait, je me suis dit que le meilleur moyen pour aller chez Bensoussan, c'était de suivre Bensoussan. Et donc pendant un an, pendant que j'étais à l'école de formation du barreau, j'ai assisté à toutes les conférences qu'il faisait. Je faisais tout pour le suivre. Et chaque fois, je me rapprochais d'une rangée. Incroyable. Je vous assure, c'est vrai. Ce qui fait qu'à la fin de l'année... j'étais tout devant et il venait presque me saluer parce qu'il me voyait tout le temps. Et quand j'ai candidaté, en même temps, écoutant un peu et voyant ce qui se passait, et je pense que là aussi, ce qui est très important pour le métier d'avocat, avant de regarder le business, etc., je pense que l'avocat, une des qualités qui est reprise souvent par la profession, qui dit l'avocat est une vigie, je pense que en fait, ce qui était important, je suis une vigie de ce qui se passe autour de moi. Et j'écoutais. Et je voyais qu'en fait, à l'époque, c'était au moment où, au niveau européen, on parlait de cybernétique. Et je me suis dit que l'univers du cyber devait être important. Et donc, j'ai créé une association qui s'appelait Cyberlex. Et je me suis, à l'époque, j'avais rencontré, à l'époque, alors pour moi, si c'était cyber, il fallait que ça soit l'innovation. Et ça ne pouvait être que la Cité des Sciences. Donc j'avais rencontré la directrice de la Cité des Sciences, qui s'appelait Frédéric Olivier, et son adjoint à l'époque, qui était Éric Barbry. Et donc on a monté ensemble le Cyberlex, cette association qui aujourd'hui rayonne, et j'ai été son premier président. Bon voilà, partant de là, j'étais un jeune étudiant. J'avais terminé mes études et je me rendais compte également que c'était toujours les mêmes qui prenaient la parole dans des commissions pour dire toujours les mêmes choses et ils étaient un peu à côté de la plaque. Donc on avait un peu l'impression, et puis en fait quand on allait dans les réunions, on se faisait toujours aspirer nos manières de voir par des gens qui étaient là pour en fait les piocher. Donc je me suis dit, il n'y a pas un échange. Ça c'est très important parce que
c'est aussi une manière de fonctionner, c'est que je me suis rendu compte que finalement dans le milieu professionnel, l'échange, c'est toujours le maître et l'élève, c'est toujours un qui sait et d'autres qui écoutent, il y a très peu d'échanges et donc le savoir n'est pas circulaire. Il est toujours, si vous voulez, c'est un vrai problème, il est toujours en fait, si vous voulez, il va de haut en bas, il remonte jamais, peu de fois, peut-être de temps en temps en formation professionnelle, mais il n'est pas circulaire. Et ça me manquait, d'autant plus que moi j'ai une vision, si vous voulez, de l'histoire en forme de spirale. Et que tout ce qu'on doit faire pour se développer, ça doit suivre une spirale. Et c'est comme ça en fait qu'on est toujours quand même raccroché à son point de départ. Donc vous voyez, bon, c'est comme ça. Et donc, j'ai candidaté chez Bensoussan, et il m'a pris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, je suis rentré là-dedans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ce que j'avais qui pouvait faire ma différence, pendant le temps où j'étais là-bas, était gommé. C'est-à-dire que j'étais un bon soldat dans la bonne armée, avec les bons chefs. Mais j'arrivais pas, si vous voulez, enfin, c'était compliqué de sortir du rang. Il y avait tout vous parliez d'un phénomène, c'était là on était dans une hiérarchie en entonnoir, pour reprendre un peu les points Valentin. Et finalement, c'était compliqué. C'était extraordinaire de pouvoir travailler avec Alain Bensoussan, mais il travaillait avec ses directeurs plus qu'avec ses responsables d'activité. Moi, j'étais rentré en tant que responsable d'activité. C'était compliqué. Et j'ai eu un accident en jouant au tennis avec quelqu'un et j'ai eu une rupture du tendon d'Achille. Et là, ça a été terrible parce que je devenais un avocat handicapé. Et d'abord, pour aller travailler quand on marche pas ou quand on a du mal à marcher, c'est très compliqué, le métro, etc. Et puis, j'étais plus cette figure de jeune entrepreneur machin, j'étais celui qui était handicapé. Donc, j'ai vécu ça, compliqué, et j'ai compris aussi pas mal de choses. C'était quand même, je me suis rendu compte aussi que on était quand même dans un univers de tension, et ça m'a permis de m'interroger sur comment je voulais faire mon métier. Et là, je me suis dit que j'allais faire mon métier comme moi je voulais le faire. Et ça, c'était la deuxième partie. C'est-à-dire que je pense qu'un avocat, ça doit être un bon étudiant qui a bien fêté sa vie d'étudiant. Il faut qu'il soit épicurien. Bon. Et deuxièmement, il doit être un entrepreneur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il fait sa balance bénéfice-risque, le risque doit aller quand même, si vous voulez, il doit tenter les choses. Et donc, je suis parti. J'allais dire que Alain Bensoussan, la troisième fois où je lui avais dit que je pars, il m'a dit on ne retient pas quelqu'un qui part. Bon, donc très bien, il avait compris. Et je suis parti, bien parti. Et j'ai pu me démarrer, mais alors complètement fou. C'est-à-dire que je n'avais pas un client, je n'avais pas un rond. J'ai pris un cabinet qui me coûtait la peau des... Enfin, vous avez compris. Je vois. Et je me suis lancé. Et là, j'ai eu le temps, en fait, de m'interroger sur une problématique qui n'avait pas été résolue à l'époque, qui était comment on fait un transfert de nom de domaine. Et donc, j'avais compris que la plupart des demandes qui étaient faites pour récupérer des noms de domaine, les avocats arrivaient à gagner des noms de domaine, mais on ne savait pas, après, faire l'exécution. Ça, c'est aussi un autre problème. C'est que beaucoup d'avocats regardent le fait de gagner, mais ils ne savent pas après prévoir comment on exécute ce qu'on a gagné. Donc ça, c'était aussi un autre point. Vous voyez, le métier est particulier pour tout ça. Et donc j'ai réfléchi et au bout de 3 mois, 4 mois, j'ai trouvé en allant voir des gens qui étaient techniciens, des experts. Donc j'ai compris également que si on voulait être dans le domaine, parce que j'étais dans le domaine du multimédia, alors il faut dire aussi que j'avais quitté aussi le cabinet où j'étais, parce que en fait je faisais du multimédia, que j'étais sur les supports CD-ROM et que je voyais qu'arrivait à grands pas l'internet et qu'en fait on m'avait dit on a d'autres personnes qui s'occupent de ça. Donc c'était trop segmenté okay. Et donc je ne pouvais pas. Mais c'est vrai, à l'époque il y avait ceux qui faisaient la banque à distance, ceux qui faisaient l'assurance à distance, ceux qui faisaient la vente par correspondance et puis moi avec le multimédia et les supports où on cherchait toujours dans... Mais donc c'était un peu cloisonné et donc ça m'allait pas. Et donc, j'ai fait sur les noms de domaine mes premiers dossiers que j'ai réussi
à gagner. J'ai eu après la chance d'avoir un petit client qui était dans le domaine des télécommunications et lorsque ce client, je lui ai gagné sa transaction, la personne qui était en face de moi m'a dit « Est-ce que vous avez d'autres clients? Est-ce que cette personne vous fait travailler beaucoup ?» J'ai dit « Non, j'ai que ce dossier. » Il m'a dit « Est-ce que ça vous intéresserait de travailler mes dossiers ?» Et donc ça a démarré. Voilà, ça a démarré comme ça. Entre-temps, ma femme était agent immobilier et je la voyais un peu, elle avait voulu se mettre à son compte. Et donc, je lui ai dit, pourquoi tu te mets à ton compte? Pourquoi tu ne travailles pas avec moi? Elle avait aussi une amie qui travaillait avec elle que j'avais débauchée pour lui proposer d'assurer en fait tout, la vie d'un cabinet, c'est-à-dire aussi la gestion, les relances, les facturations, etc. Donc et j'avais une petite équipe avec des gens, j'allais dire, et c'est ce que vous dites, c'est qu'on sort, on devient entrepreneur, on doit apprendre la comptabilité et gérer une activité, mais aussi on doit être manager de collaborateurs et on ne sait pas du tout. Donc on voudrait qu'ils soient comme vous, mais enfin bon, j'avais à peu près le même âge et on sortait tous de l'école, quoi. Il faut voir aussi le point. Et j'étais là à prendre tous les risques, d'être avec des confrères puisqu'on partageait les locaux et qui deviennent eux en fait des loueurs de bureaux, parce que c'est ce que je voudrais dire aussi, c'est que il faut à tout prix, lorsqu'on s'installe, éviter ceux qui font métier de louer leur bureau. C'est vraiment, j'allais dire, pour moi, ils sont devenus des bailleurs, si vous voulez, et même souvent ils sous-louent des trucs qu'ils ne devraient pas sous-louer, mais ils vous parlent de synergie, mais la synergie, elle est que dans un sens, et tu payes le loyer très cher que je te mets à disposition. Et donc j'étais dans un environnement comme ça où c'était très compliqué, où moi j'avais des volontés d'aller vite aussi, de me développer, et puis tout était frein, tout avait des coûts, et tout était compliqué. Donc il fallait sortir de ça. Donc après alors on a lancé, l'activité a commencé à démarrer, et donc j'ai commencé à prendre des locaux et à m'installer dans des locaux qui étaient aussi une première vision où j'étais chez moi, avec mon équipe, et on commençait à travailler. Et là, en fait, il s'est trouvé que j'ai eu la chance, dans un dossier, de faire une conférence. Là aussi, il faut expliquer qu'un avocat doit ne pas hésiter, lorsqu'on lui propose de faire des conférences, d'en faire. Surtout quand c'est dans son activité. Donc je faisais des conférences, j'avais la chance aussi de m'exprimer et d'être assez pédagogique. J'ai toujours aussi fait des cours à l'ESCP ou à HEC. Et pour moi, c'est essentiel la transmission. La transmission, c'est l'échange et la transmission. C'est un point important. Bon, il s'est trouvé donc là-dessus que suite à ça, j'ai eu un client, j'avais fait une formation sur la médiation et à l'époque, j'avais expliqué que c'était bien la médiation, mais c'était quand même une démarche molle du droit, qu'il fallait être deux parties pour accepter de trouver une solution, mais qu'à un moment donné, on était dans des blocages, il y avait des problèmes d'autorité. Il y avait des problèmes aussi de doctrine, que les gens avaient leur propre manière de voir la chose et la situation, et c'était obligatoirement les conflits. Et donc, il s'est trouvé que dans cette conférence assistait quelqu'un d'une chaîne de télévision qui m'a pris, qui m'a trouvé sympathique et qui m'a dit, écoutez, voilà, on cherche quelqu'un qui pourrait nous défendre dans un très gros conflit. Et donc, c'est entre chaîne de télévision et puis appareils cryptés, tout ça. Donc, en fait, je les ai défendus. Et il m'est arrivé là la deuxième, j'allais dire, anomalie de vie des affaires. C'est-à-dire que là, à un moment donné, il était devenu mon principal client. Et il représentait un chiffre d'affaires vraiment très important. Combien par rapport à votre activité en termes de pourcentage? Là, à un moment donné, il était arrivé presque à 75% de mon activité. Mais c'était risqué. parce que j'étais dans des expertises jour et nuit. C'était des gros litiges, etc. C'était pour moi même le PDG, enfin c'était là, les marchés, enfin il y avait un truc, c'était bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été convoqué par ma banque. Qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête parce que qui me coupait tout. C'est la vie de l'entreprise. Et on m'a dit, voilà, d'abord vous avez une trop grosse croissance, donc il faut freiner parce que vous ne nous rassurez pas. Et là, je n'arrivais pas à comprendre que la banque me dise, vous avez un trop gros développement, donc vous mettez dans une situation de faiblesse. Je ne pense pas, puisque je faisais du chiffre. Et que deuxièmement, on me demandait d'arrêter, parce que j'avais finalement qu'un seul client, et que si ce client me lâchait, je perdais tout.
Et donc, ça a été un choc aussi là-dessus. Mais bon, ils étaient toujours enthousiastes par rapport à mon projet. Et donc, on a réfléchi et on s'est dit que finalement, avoir des petits clients, des clients moins grands, moins prestigieux, mais qui permettent de faire tourner la boutique, de rassurer, etc., était nécessaire. Et donc, on a changé la manière de manager, où en fait, en aucun cas, un client devait représenter plus de 25% du chiffre d'affaires du cabinet. Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous faites? Ah non, mais on a toujours fait pour en multiplier, etc. Non, donc clair. à partir de là, si vous voulez, j'ai arrêté de... Je ne pouvais plus. Enfin, si vous voulez, c'était une question de survie. Et je vais vous dire, elle a été bonne finalement. Mais c'était très difficile parce qu'on ne vous l'apprend pas, ça. J'avais un très gros client et à un moment donné, il fallait lâcher le point parce qu'il représentait trop dans l'activité. Il fallait que je puisse me consacrer. Mais j'ai dû recruter, etc. Ça a été un point. Et puis c'est contre-intuitif quand même. Plus on fait de croissance, plus vous êtes en difficulté. Oui, c'est ça, mais à un moment donné, on l'apprend. Je pense que, si vous voulez, je pense qu'il y a plusieurs temps dans la vie d'un avocat. Il y a celle où il est collaborateur, il y a celle où il se lance ou pas, où il devient associé. Il y a celle, en fait, où il commence à se développer. Et puis, il y a les niveaux, si vous voulez, où après, il devient manager, quoi. Donc, c'est aussi tous ces points. Pour continuer sur ces points... donc on a multiplié et donc j'ai eu multiplié j'ai eu la chance parce que j'étais dans un domaine qui était le domaine de l'informatique d'avoir en fait des dossiers qui étaient vraiment très intéressants et à l'époque les conflits informatiques c'était pas du tout les conflits internet quoi. C'était vraiment important, on allait dans des expertises, il y avait tout un point, c'était des problèmes de câblage, enfin c'était vraiment des gros problèmes. Et là, j'ai eu un deuxième coup qui était important, c'est que j'avais des locaux, j'avais mon activité, j'avais multiplié en fait mes clients, donc ce qui était très bien. J'avais un très bon client avec qui on travaillait très très bien. Et puis un jour, il est venu dans mon cabinet. Parce qu'on travaillait, il n'était jamais venu à mon cabinet, je me rendais toujours chez lui, mais là un jour, il est venu dans mon cabinet. Et là, il a eu peur. Parce que mon cabinet n'était pas assez prestigieux dans ses locaux, dans la manière dont j'étais installé. Et il s'est dit, est-ce qu'il va tenir le choc quoi? Est-ce qu'il va tenir le choc? Et donc, je me suis, à ce moment-là, j'ai vu que dans ses yeux, c'était pas une question de confiance, mais c'était une question, il fallait assurer un peu plus. Et donc, j'avais peut-être pas la dimension qu'il pouvait imaginer ou comme il m'avait vu. Et donc, c'est là où j'ai compris qu'avoir un cabinet, avoir une charte visuelle, avoir une couleur, avoir en fait des locaux qui représentent aussi ce que vous êtes et ça était très important. Et c'est pour ça que vous avez vu dans mon cabinet, on a une couleur rouge, on a un logo, on travaille un peu la pointe, il y a une signature et on s'est mis dans des endroits qui permettaient de montrer que... Mais c'était important. Alors c'est important, ça m'a toujours surpris, c'est une petite parenthèse que je fais, mais c'est que à Paris, les avocats, ils ont de très beaux cabinets et les experts comptables sont plutôt dans des bâtiments, j'allais dire, médiocres. C'est l'inverse en province. En province, c'est les avocats qui ont bon, plus ou moins en fonction de leur... Mais ce n'est pas géniaux leur bureau, alors que les experts comptables, c'est des bateaux amiral, etc. Et donc, je me suis rendu compte que c'était nécessaire. Et donc là, on est parti sur cette voie. On a ensuite déménagé, on a eu des nouveaux locaux. Et là, j'ai eu une troisième expérience qui est importante, qu'il faut raconter, puisque vous voulez des histoires Bien sûr, moi je trouve ça incroyable, c'est que j'ai besoin de vous poser aucune question. On croirait qu'on a travaillé l'interview au préalable, c'est pas du tout le cas, mais j'adore, allez-y. Excusez-moi, mais bon... Vous avez tout à fait raison. Racontez-moi, en fait, je la fais en histoire pour vous montrer que, voilà, pourquoi le métier d'avocat est passionnant, c'est parce que voilà, on a plein de choses qui sont passionnantes. Alors au-delà de ça, il y a effectivement, vous avez des enfants, ils tombent malades, et donc il faut s'occuper à la fois et de son cabinet et de ses enfants. Et on a des parcours, enfin bon, c'est très, il y a une vie mais qui est intense. Vous allez, enfin bon. Je reviens sur cette histoire du troisième cabinet. Donc, on a déménagé, j'ai pris une équipe et là j'ai voulu. Alors, c'était suite aussi à un événement familial où j'avais eu un enfant qui était tombé malade et qui ensuite avait guéri. Et je m'étais dit que j'étais béni des dieux, quoi. Je me suis senti plus fort et on avait surmonté ça, ce qui n'était pas évident du tout. Et donc, je me suis dit, on y va. C'est qu'une vision économique, on y va, on mène ce qui nous plaît. Toujours dans le droit du numérique, je voyais aussi arriver de plus en plus Internet, c'était important.
Et on commençait, c'était le point à ce moment-là où j'avais beaucoup de litiges sur des contenus avec des affaires qui étaient complètement marrantes. Là, c'était et puis les industries qui marchaient très très bien. C'était un peu la continuation des Minitel Rose, mais qui était en fait sur les sites porno. Enfin, c'était assez amusant. Il y avait des affaires pas possibles là-dessus, d'images aussi, et puis des beaux dossiers aussi qui commençaient contre en fait les plateformes numériques qui se croyaient au-dessus du droit. Alors que pour moi elles étaient hors la loi et donc c'était amusant et j'ai eu une équipe et puis ça n'a pas fonctionné avec cette équipe et puis à un moment donné on a eu aussi de très très bons clients, de très beaux sur lesquels on gagnait toutes les procédures et ça avait été un truc vraiment incroyable. On avait mis en place une défense qui marchait à tous les coups. Qui était sur la compétence, vous savez, des gares principales, en fait, enfin, on avait mis en place un truc pour pas qu'il soit, c'était passionnant. Et ce client, en fait, nous faisait énormément travailler, mais ne nous payait pas. Et donc là, j'ai eu un gros problème, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Quand vous êtes aussi une activité qui est innovante et qui se crée, vous êtes toujours en flux tendu. Moi, je ne suis pas de nature avocat et j'ai monté mon cabinet tout seul. Et donc voilà, je viens de province à la base, donc je ne suis pas un Parisien, j'ai pas bon. Et donc on a dû se débrouiller tout seul. Hein. Et je vous ai dit aussi qu'à un moment donné, quand ça a démarré très très bien, marchait très très bien, on m'a dit attendez, arrêtez, stabilisez. Et on avait chaque fois aussi ces objectifs stabilisés. Et là, on était avec une équipe et j'ai eu ce point, c'est que quand on est dans un bateau et qu'on sent que le bateau tangue et va mal et qu'il risque de couler, on appelle tout l'équipage et on dit à chacun, voilà, comment on va faire? Et je leur ai dit, en les prévenant un mois à l'avance, écoutez, je suis désolé, mais à la fin du mois, j'arriverai pas, j'ai besoin de 10 jours supplémentaires parce que là, je fais tout pour, j'ai 10 jours supplémentaires. Là aussi, il faudrait raconter que l'avocat, lorsqu'il doit être payé, s'il n'est pas payé avant, c'est très compliqué, on n'est pas aidé, c'est une profession dont elle devrait revoir en fait cette possibilité, même si on a vraiment, l'ordre fait un travail très important au niveau du service de taxation et qui est très efficace là-dessus. Mais donc je leur ai dit, je suis désolé, mais là, il me faut 10 jours. Et là, les personnes avec qui je travaillais m'ont dit, je suis désolé, vous n'avez qu'à vendre des ordinateurs. Et là, je me suis rendu compte que j'étais tout seul. Et donc, effectivement, je leur ai dit, mais si je vends les ordinateurs, je vais vendre aussi les chaises et puis les tables, et puis j'ai plus besoin de vous. Et je me suis séparé de ces 10 collaborateurs avec qui j'étais, parce que je me suis rendu compte que... ils n'étaient pas loyaux et fidèles. Je ne sais pas, ils pensaient à eux, et peut-être qu'eux aussi avaient leurs problèmes, et je ne suis pas juge de ça. Mais en tout cas, avec moi, ils n'ont pas été. Et donc, je suis reparti à zéro. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les 3 mois qui ont suivi, je faisais à moi tout seul plus de chiffre d'affaires qu'avec les 10 que j'avais. Et donc là, j'ai compris aussi que ce qui était important, c'était que on ne peut pas aller seul, on ne peut pas avancer seul, mais qu'il faut être avec des gens avec qui on va travailler ensemble. Et donc, partant de là, j'ai ensuite mis un point très très fort dans le recrutement de mes collaborateurs. Et comme en fait, j'avais pas les moyens d'avoir les talents qui venaient vers moi au début, c'est plus que le cas maintenant, mais au début, je n'avais pas les moyens d'avoir les talents qui venaient vers moi parce que le talent est mercenaire, il faut quand même pas le cacher. J'avais pas la possibilité d'avoir ces talents. Il fallait que je mette un point à recruter des personnes qui étaient prêtes à travailler avec moi et qui étaient prêtes à suivre en fait la manière dont je voulais travailler. Et donc j'ai mis un point très fort et le recrutement pour moi était essentiel. Je pense que là aussi c'était un point essentiel, mais conséquence de ça, j'ai des gens, ça fait 15 ans, 16 ans qui travaillent avec moi aujourd'hui. Et donc là aussi le recrutement c'était, je me prends un stagiaire et quand je suis content du stagiaire, je le garde et je lui fais une proposition pour qu'il reste avec moi. Et donc c'était vraiment, le stage pour moi est essentiel et on fait vraiment un point, la sélection elle est au moment du stage. C'est-à-dire qu'un stage, on prend quelqu'un dont on donne les mécanismes, que l'on rend vers l'autonomie, qu'on essaye de le faire passer en puissance pour après lui faire une proposition de collaboration. Et donc ça, c'était pour moi quelque chose qui était
qui était fondamentale et sur lequel je me suis basé. Donc, on crée une manière de travailler. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un autre point qui était important. Ma vie a été que j'ai vécu des choses et que chaque fois, j'ai trouvé que les gens présentaient bien les produits, décrivaient bien leurs services, n'avaient qu'un objectif, c'est de vous accrocher pour le service, mais il n'y avait pas de suivi. Et que dans les métiers de conseil, quels qu'ils soient, il n'y avait jamais de suivi. Le suivi était médiocre. On attendait que les gens vous appellent. C'était eux qui vous relançaient. Et j'ai dit, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. La première des missions que me demande un client, c'est l'information. Où en est mon dossier? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a travaillé comment améliorer l'information vis-à-vis du client sur la situation de son dossier. Et on a essayé de s'améliorer. Ensuite, comme je n'avais pas... venant du droit de l'informatique et ayant travaillé avec des personnes dont je vous ai dit qui étaient remarquables et avec leur caractère aussi, on s'est rendu compte que le management, c'était quelque chose qui était important. Et le management doit être quelque chose, on ne doit pas faire du paternalisme, mais on ne doit pas faire non plus de mettre les gens comme si c'était de ne pas les considérer. Donc en fait, on a eu une aide, c'est qu'on a décidé de faire la norme ISO. Et ça, pour nous, ça a été très important parce que ça nous a permis de se mettre des process et de les faire respecter par tous, moi compris, et moi le premier. Et donc, on a mis tout ça en main. Et puis, ça a bien fonctionné. Et ensuite, on a cherché à améliorer, si vous voulez, le service qu'on rendait à nos clients. Et enfin, troisième atout, mais ça, je le dois vraiment à Pascal. Votre épouse, du coup? Mon épouse, bien sûr. Parfait. Et là aussi, c'est une chance, je le dis, c'est que c'est pas évident de travailler en famille, c'est très compliqué, mais quand ça marche, d'abord, c'est assez exceptionnel. Et puis, deuxièmement, si on est complémentaires, on peut vraiment faire des choses. Et puis, c'est un métier qui vous prend tellement de temps que autant le passer ensemble, surtout quand on fait des choses différentes, ça, c'est pas un problème. Mais en revanche, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que j'avais un problème de management très important qu'on apprend dans les écoles de marketing, qui était la suivante. Quand je ne suis pas connu, mais que je fais un travail de qualité, du moins ce que me disent mes clients, comment le faire savoir? Et pour le faire savoir, il y avait la visibilité et il y avait quand même les médias, c'était très important, mais la télévision, ça coûte cher. La radio, il faut être introduit et c'est pas évident. Tout le reste, les professions libérales ne sont pas formées pour investir dans des médias. Donc, et quand ils investissent, c'est sur leurs bénéfices. Donc c'est compliqué. Ce n'est pas une démarche comme une entreprise qui a son budget. Ce n'est pas du tout évident. Donc il fallait chercher. Entre-temps, j'ai eu la chance d'être sélectionné. J'avais fait mon sorte de Koh-Lanta, d'être sélectionné pour participer à l'émission Sans aucun doute, où j'ai vu un petit peu comment ça se passait dans les médias, comment ça se préparait. J'ai apprécié ça, mais enfin bon, après quand vous êtes dans les médias, vous n'êtes plus dans votre cabinet, donc il fallait après revenir là-dessus, et puis faire ce que vous aimez, c'est votre matière. Et donc on a dit, on va prendre les points sur lesquels on a notre expertise, et on va avoir une ligne de conduite. On ne fait que notre expertise, parce que ça ne sert à rien de vouloir tout faire. On ne fait que son expertise, mais en revanche, et on donne aux personnes. On ne se limite pas dans ce qu'on donne, parce qu'on leur montre qu'on connaît ce qu'on fait. Ils vont savoir ce qu'on fait. Et puis s'ils ont envie de venir avec nous, eh bien ils viendront. Et ça a toujours été une démarche. Si je prends du temps avec toi, j'en prends, et on y va, on est sincère. Et c'est cette sincérité qu'on a mis en avant. Et puis bon, voilà, si je te plais, tant mieux, on continue. Si vous avez et c'était un point important qu'on a mis en place, sur lequel on a travaillé, en essayant de travailler les contenus qui devaient toujours être, j'allais dire, remarquables, qui devaient toujours avoir un sens, mais qui devaient aussi dire, attends, si tu as besoin de nous, on est là pour le faire. Et donc on a construit ça autour de ça. Et puis chaque fois, on a été en veille pour savoir quels étaient les signaux faibles qui étaient envoyés dans la société par rapport à notre activité,
et également de mettre en place et de ne pas hésiter à innover et d'investir. Alors on a investi, en fait, c'était ça à un moment donné qui était très compliqué, c'est qu'on innovait, on fabriquait les règles, quoi. On bâtissait des contrats, on bâtissait des situations sur lesquelles, mais on n'arrivait pas à les amortir parce que ça coûtait beaucoup plus cher, mais on voulait être devant, on voulait être en avance. Donc on l'a fait, c'était un gros investissement. Mais bon, à la fin, ça paye et puis on a toujours gardé ça. Je pense qu'on a gardé à la fois 3 visions, celle de la start-up, et qui fait qu'on est dans une méthode agile, celle de l'artisan qui adore faire un beau travail et qui le veut accompli, et puis celle du management où à un moment donné, il faut utiliser tous les moyens technologiques qui sont mis à votre disposition pour être dedans. Voilà. Après, le reste, c'est l'histoire de machin, c'est des affaires, des rencontres, on a des clients, et d'être... Alors, on l'a dit à la fin, mais vous l'aviez posé, Valentin. À la fin de tout ça, moi, je pourrais vous faire une conclusion qui est très simple, c'est que l'avocat, c'est une histoire d'hommes, pour des hommes, avec un point qui est majeur, c'est qu'on défend en fait leur succès, leur patrimoine, leur courage, leur liberté, et d'une manière générale, ceux qui ont fait leur bien, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez passionnant. Et on a des rencontres, j'allais dire ce métier, on le fait aussi que pour rencontrer des gens qui sont encore meilleurs que vous, parce que c'est eux qui vous portent et c'est eux qui vous permettent de vous améliorer. J'ai pas eu une seule journée où je n'étais pas content le matin de me lever. J'ai pas eu une seule journée où le soir, j'étais content de m'endormir. Mais de me réveiller le matin avec. Non, voilà ce que je peux vous dire. Et j'adore ce métier. J'ai eu la chance aussi de rencontrer, effectivement, on a la chance dans ce métier, c'est ce que je pourrais dire aussi, d'avoir des grands serviteurs de la profession, avec tous ces gens qui s'impliquent, qui ont bâti notre ordre. Je suis admiratif de ce qu'a fait Christiane Ferralschul. Je pense que ça a été vraiment aussi bien quand elle était dans son cabinet, quand elle a été bâtonnier ou quand elle a été au CNB. J'ai rencontré plein de bâtonniers avec des gens qui étaient fantastiques, enfin, des gens qui ont apporté beaucoup. Et donc c'est une belle profession, mais qui doit aujourd'hui... alors c'est un point que je trouve qui est... On fait trop la promotion des legal tech. Les legal tech, pour moi, c'est véritablement... Enfin, je veux dire, il faut les utiliser. Mais en fait, si vous voulez, si c'est pour nous remplacer par de l'intelligence artificielle ou des gens qui veulent nous vendre du contenu en nous piquant nos clients, et c'est ça le vrai danger. Je ne comprends pas comment on est si autiste par rapport en fait à ce qui s'est passé. J'allais dire que les effets Booking, les effets TripAdvisor, on a déjà été pendant des années phagocytés par les éditeurs juridiques qui nous vendaient très cher l'accès à nos bases aux bases de données juridiques. Hein. Et aujourd'hui, on est en train de donner la voix à ceux qui vont maintenant vouloir être en avant sur nos clients. On ne se rend pas compte. On n'a pas compris qu'on avait... Et on doit mettre en avant ce qui est la valeur de notre activité. C'est un vrai aujourd'hui enjeu. Je vous ai dit tout à l'heure que chaque fois que je recrutais quelqu'un, je me posais la question de dire mais je voulais le former à la base parce que c'était pour... Et puis c'est une tradition de l'avocat. Hein. La formation, elle est nécessaire. La transmission aussi, elle est indispensable. Mais je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'il va m'apporter de plus que pourrait m'apporter une intelligence artificielle, un algorithme qui va pouvoir m'aider à la décision? Eh bien, c'est en fait aujourd'hui ce qu'on cherche, nous, c'est quelle est la valeur, qu'est-ce qu'on apporte de plus à nos clients. Et donc c'est pour ça qu'au sein du cabinet As Avocats, on a créé un département Legal Design, parce qu'on veut simplifier le droit et son expression, qu'en fait on a développé un département cyber-risque parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas qu'en période de conflit qu'il faut défendre son client, mais c'est l'accompagner en période de crise. Et puis ensuite, on a monté aussi des accompagnements dans la contractualisation, parce que si jamais vous gérez bien l'entrée, vous allez bien finaliser la sortie. Et voilà un petit peu comment on a fait.
L'histoire du cabinet, elle est partie, on était 1, on est aujourd'hui 35. On peut être plus, moins, je ne sais pas, parce qu'on s'est rendu compte aussi, avec le confinement, qu'un cabinet aujourd'hui où on a une trentaine de personnes peut, en étant, j'allais dire, à distance, et en faisant des rotations, être 100. Et il faut trouver, le seul problème que l'on a, c'est de trouver en fait des personnes qui adhèrent à des valeurs, qui ont les mêmes valeurs aussi que vous, humaines, parce que c'est quand même important dans ce métier, en rappelant qu'il y a l'humanité, et à un moment donné, veulent aussi mettre cette humanité au service de leurs clients. Et vous voyez, hier, on a fait quelque chose qui était particulier, c'est qu'on a 2 avocates là, qui étaient des anciennes stagiaires chez nous, qui viennent de prêter serment, qu'on a engagées. Et on a trouvé que c'était un peu malheureux qu'elles aient prêté serment à distance. Et donc on a fait une petite cérémonie, tous ensemble, où on a mis dans le cadre nos robes, et on a fait avec elles, en fait, leur prestation de serment, on leur appelait le serment de l'avocat. Et on a pris un vieux discours, un discours d'un bâtonnier, et en expliquant le rôle de l'avocat, et qu'il doit toujours être indépendant, rester indépendant, et que c'est une belle profession. Gérard Haas, je vous remercie pour ces mots, et je vous souhaite bonne continuation, bon courage, beaucoup de réussite et le bonheur que vous méritez. Et je ne l'ai jamais dit, vous pourrez écouter tous les podcasts que j'ai enregistrés depuis le début. Si j'avais dû être avocat et travailler quelque part et que vous faisiez autre chose que du droit du numérique, je serais venu travailler chez vous. Écoutez, merci beaucoup. Vous savez, on recrute tous les talents quels qu'ils soient, donc il n'y a pas de problème. Et vous savez, c'est tous les talents. Hein, et donc, pourquoi pas, parce que vous êtes aussi un avocat, hein, vous nous permettez à nous de nous faire écouter sans nous interrompre. Maître Haas, je vous remercie. Écoutez. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.